bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce midi pour le second webinaire de la deuxième saison de la participation sur le grill. Ces webinaires, ils vous sont proposés par le groupe de travail Démocratie et quartier populaire du réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Et pour revenir un petit peu rapidement sur l'histoire de ces webinaires, de ces visios, en fait, l'année dernière, on avait proposé une première saison de quatre épisodes qui invitaient plutôt à réfléchir aux conditions nécessaires pour que les citoyens et citoyennes dans les quartiers populaires soient pleinement associés à l'élaboration, la construction et la mise en place des politiques publiques qui les concernent et impactent leur vie. D'ailleurs, ils sont disponibles en replay. Ces quatre séquences sont disponibles en replay. On vous mettra le lien dans le chat. Et pour cette seconde saison, on voulait un petit peu profiter des périodes électorales actuelles et à venir pour questionner plutôt la représentativité des classes populaires et plus particulièrement des habitants des quartiers en politique de la ville dans les sphères politiques. En effet, il nous semblait un petit peu essentiel pour le groupe de travail de se questionner sur la capacité du système politique actuel à donner plus de place, donner de la place en tout cas à l'ensemble des catégories sociales. Donc, on a eu une première séance qui a eu lieu fin janvier, qui portait plutôt sur les inégalités de représentation politique et de traitement des classes populaires dans les politiques publiques. D'ailleurs, cette séance elle est disponible en replay depuis quelques jours. Pareil, on vous mettra le lien dans le chat. Et puis, je vous invite à sortir vos agendas pour noter la prochaine séquence, la prochaine séance qui sera le 19 mai prochain, aux mêmes horaires, donc midi 13h30 et qui portera sur la pluralité, l'autonomie et la reconnaissance des initiatives démocratiques aux yeux des institutions. Les inscriptions sont ouvertes. Pareil, le lien, on va vous le mettre dans le chat. Donc, pour ce qui est de la séquence d'aujourd'hui, on est ensemble jusqu'à 13h30. Je vous invite à couper vos micros. La visio, elle est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, je vous invite aussi à couper votre caméra. Pour ce qui est de l'animation, elle sera animée par Guy-Laurent Sylvestre de Cité Ressources, qui est le centre de ressources PACA, et Sarah de Sailly, qui est de Labocité, donc le centre de ressources Auvergne-Rhône-Alpes, auquel, du coup, je cède la parole tout de suite. Merci à vous. On enchaîne, oui, un petit mot sur ce sujet du webinaire. Donc, vous l'avez compris, on a un groupe de travail qui se triture la tête souvent sur ces questions de participation, de démarche participative au sens large. Alors, plutôt en politique de la ville, mais on voit bien que souvent les questions qu'on se pose, elles sont valables aussi largement en dehors. Et en fait, dans les réflexions qu'on avait, on se disait, la question du débat contradictoire, elle pose souvent problème, voire elle peut faire peur. Le mot même peut-être peut faire peur, l'impression qu'on va un peu perdre la maîtrise des choses si on est du côté des pouvoirs publics, par exemple, d'un élu, d'un service, de technicien ou autre. Et pourtant, pour nous, c'est fondamental, en fait, pour co-construire l'action publique, parce que finalement, ça renvoie à l'importance d'entendre tous les points de vue, tous les intérêts aussi divergents. Mais l'enjeu, c'est comment on crée des conditions pour que tout ça ne donne pas une foire où, quelque part, c'est à celui qui parle le plus fort ou qui a le plus d'influence qui sera entendu, mais où tous les points de vue pourront euh, débattre, discuter, et puis et que quelque part ce soit la force des arguments qui compte plus qu'une une capacité d'influence autre. Donc c'est un peu ça, en fait, on avait un peu envie de réhabiliter quelque part cette question du débat contradictoire, que ça fasse peut-être un peu moins peur, qu'on sorte peut-être de certains fantasmes, peut-être on casse quelques représentations qu'on pourrait avoir les uns les autres là-dessus, et que avec les intervenants qui vont se présenter après là enfin voilà, qu'on est vraiment très content d'accueillir sur ce webinaire. On est très content qu'ils aient accepté surtout l'invitation. On espère que quelque part ça vous donnera envie d'aborder des futures démarches participatives, quelles qu'elles soient, quelque part, j'allais dire, en créant les conditions pour que tous les points de vue et les parties prenantes puissent s'exprimer, j'allais dire, sur un même pied d'égalité ou d'équité. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais tout de suite
Je vais vous nommer quand même les personnes ressources, mais je les laisserai se présenter. C'est un peu par fainéantise, peut-être que je fais ça, mais les gens se présentent mieux eux-mêmes. J'ai peur de faire des impairs. Et je passerai la parole à ma collègue Sarah pour la première séquence. On a trois séquences jusqu'à 13h30 autour de trois grandes questions. Et puis chacun des intervenants, chacune pourra intervenir sur chacune de ces trois séquences. Donc on aura Étienne Balland du collectif Passage et qui a longtemps fait partie de la CNDP, mais il expliquera mieux que moi. Mariana Tournon, coordinatrice de l'association Appui. Carole Lenoble, architecte et enseignante à l'École nationale d'architecture de Marseille. Et Rana Awagassi de l'Amicale des locataires d'Herbel et de la Conciergerie solidaire également. Sarah, je te laisse la parole. Oui, on va déjà peut-être commencer par demander à chaque intervenant de se présenter. Je vous laisse commencer. Rania et Carole, si vous voulez commencer. Alors moi, c'est Rania Ougassi. J'ai 57 ans, maman de quatre enfants. Je suis investie depuis 15 ans sur l'amicale des locataires d'Herbel, de mon quartier que j'habite depuis 20 ans. Je me suis donc investie dans cette amicale de locataires sur ce quartier qui est QPV, 6000 habitants, c'est la deuxième plus grande cité de Marseille. Je suis aussi accessoirement membre du Conseil citoyen et j'ai créé il y a 6 ans une conciergerie de quartier qui propose un bouquet de services de proximité du quotidien aux habitants. On fait un point relais poste et on fait beaucoup d'assistance aux démarches administratives dématérialisées pour les habitants de ce QPV. Voilà pour la présentation. Merci. Carole Lenoble, si vous voulez prendre la suite. Du coup, Mariana ou Étienne, peut-être, le temps que Carole Mariana. se... Oui, bah, je veux bien prendre la suite. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Mariana, donc membre de l'association Appui. Appui, ça veut dire alternative pour des projets urbains ici et à l'international. Et c'est une association qui existe depuis 2012 et qui a pour but en fait de soutenir des mobilisations habitantes dans des contextes de rénovation urbaine, donc rénovation urbaine à la fois dans des quartiers populaires concernés par les programmes pilotés par l'ANRU, mais également d'autres situations de rénovation urbaine, comme par exemple les transformations de foyers de travailleurs migrants en résidence sociale ou d'autres types de projets urbains voilà, auxquels les premiers concernés peuvent être confrontés. Et voilà. Et donc, notre fonctionnement, c'est qu'on est saisi par les collectifs qui souhaitent en réalité être entendus dans ce cadre-là. Et on leur offre un certain nombre d'outils pour soutenir leur mobilisation et pour qu'ils puissent se faire entendre en fait auprès des porteurs de projets. Donc, c'est en ce sens qu'on participe à une dynamique de débat contradictoire, c'est dans le fait d'appuyer la parole habitante pour qu'elle soit entendue et reconnue en tant qu'expertise d'usage aussi dans les quartiers et dans les espaces concernés par les projets. Merci Mariana. Et puis Étienne, si vous voulez finir le tour de table. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Étienne Balin, je suis sociologue urbaniste et j'interviens en conception, animation de démarches participatives dans pas mal de contextes. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Passage, qui est basé à Marseille. Donc, il y a beaucoup de Marseillais aujourd'hui dans les intervenants et qui se met au service des processus de participation avec une approche plutôt contextuelle, on va dire, vraiment en essayant de trouver les bons moyens en fonction des situations auxquelles on est confronté. On travaille dans des QPV sur plusieurs sujets, rénovation urbaine, cité éducative et autres sujets, mais aussi ailleurs sur toutes sortes de débats et de participation, de concertation. J'ai été garant de concertation et membre et surtout président de plusieurs commissions de débat public à la Commission nationale du débat public. Donc, je ne sais pas si c'est une instance que vous connaissez tous. Je vais prendre une seconde pour dire que c'est une autorité administrative indépendante de l'État et qui est chargée, en fait, dans le droit de l'environnement, de piloter toutes les démarches de concertation et de débat sur les grands projets ayant un impact sur l'environnement. Et pour terminer, simplement vous signaler que avec quelques collègues de l'Institut de la concertation, on a fondé il y a quelques années une revue en ligne qui s'appelle Démocratie, la revue critique de la participation. Et j'espère que si vous la connaissez pas encore, vous aurez envie d'aller jeter un œil à la fin de ce webinaire.
Oui, donc nous, donc moi je suis enseignante à l'école d'architecture de Marseille et on travaille sur plusieurs quartiers qui font aussi l'objet de rénovation urbaine, donc à Castellane, à Fontvert, à Encagnal, à Paternelle et à Herbel. Et en fait, bah, nous, notre objectif, c'est de comprendre effectivement les projets en rue tels qu'ils sont perçus, vécus par les habitants, est-ce qu'ils correspondent aux besoins réels et aux attentes. Mais au-delà de ça, c'est aussi, enfin, comment dire, c'est pas uniquement de nourrir les projets des étudiants à partir de données du terrain, mais c'est aussi vraiment d'être dans une posture de réciprocité par rapport au territoire, et c'est-à-dire de se poser la question de comment ce qui est produit par des étudiants en architecture, que ce soit en termes d'analyse et en termes de projet, enfin on y reviendra, bah, peut être utile en fait aux habitants et même de manière plus large, comment ça peut nourrir le débat. Voilà, donc en fait, on essaye de construire ce qu'on appelle enfin, un commun de la connaissance. Et c'est aussi l'intérêt de travailler sur plusieurs quartiers parce que pour nous, cette connaissance aussi, elle émerge parce qu'on crée des liens entre les différents quartiers, entre les différents collectifs. Et ça nous permet aussi bah, d'exemplariser, d'essaimer, etc. Et voilà, et tout ça, c'est un processus enfin, c'est un processus long de co-construction qui prend du temps et on en est au tout début. C'est la troisième année qu'on expérimente ce processus. Donc, pour commencer les échanges, on voulait vous proposer une première partie qui sera plus ciblée un peu sur les constats et les enjeux du débat contradictoire. Et commencer par vous demander ce que vous entendez par débat contradictoire et en quoi vous pensez qu'il est important pour nourrir le débat public et quel est son intérêt selon vous. Étienne, si vous voulez peut-être commencer. Oui, merci beaucoup de me poser cette question. Elle n'est pas évidente. Peut-être je voulais juste commencer en indiquant qu'on est tous un peu traversés par deux types de débats ou deux façons de voir la démocratie, souvent. Il y a une position qu'on appelle habermasienne en général, parce que Jürgen Habermas, qui est un philosophe et sociologue allemand, il est décédé la semaine dernière, donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. Mais il a porté une vision très, très consensuelle. L'idée que la démocratie, c'est si on met tous les gens en même temps, toutes les personnes concernées avec le bon niveau d'information, on trouvera la meilleure solution, la solution la plus légitime et la solution la plus faisable. Donc c'est un peu un idéal de démocratie où tout roule, j'ai envie de dire, si les conditions sont bien réunies. Et en réalité, on a une autre vision du débat qui est un débat beaucoup plus marqué par la conflictualité, parfois par l'animosité, par l'argumentation, par la confrontation, où les acteurs ne fonctionnent pas du tout comme Habermas le dit. Ils fonctionnent plutôt avec des stratégies de rapport de force, de mensonges, de manipulation, enfin ça peut aller dans tous les sens. Et là, très concrètement, aujourd'hui, il me semble que l'idée, c'est justement de s'écarter un peu de la vision habermasienne et de se dire que oui, la manière dont on met en débat les sujets, en général, elle porte du conflit. Il y a de la conflictualité. Donc le débat, il a à voir avec des conflits. Et des conflits, il y en a plein de sortes. Il y en a entre intérêts, entre représentations du monde, entre groupes sociaux, et ça traverse dans tous les cas presque tous les processus de concertation et de participation. Pour moi, un débat contradictoire, c'est déjà ça. C'est quelque chose qui a à voir avec le conflit. La deuxième chose, c'est que le droit de la participation tel que l'on connaît aujourd'hui, ben, il vient justement de là. Il vient du fait que le conflit est tel qu'on a cherché à le dépasser. C'est-à-dire qu'en réalité, les conséquences des conflits peuvent être dramatiques. On pense, nous, en France, à Rémi Fraisse, mort à Sivins, par exemple, mais il y en a eu d'autres et de façon internationale, il y a beaucoup d'exemples. Et le droit de la participation français, il vient de là. Il vient en fait de l'idée qu'on puisse dépasser la notion de conflit, en tout cas qu'on en sorte par le haut. Alors, on a du coup instauré des droits, c'est un droit d'ailleurs qui est international, dans la déclaration de Rio, le principe 10, et qui dit en gros la chose suivante très simplement. Pour avoir un débat contradictoire, il faut reconnaître au public trois droits qui lui permettent en fait de rééquilibrer sa position par rapport aux porteurs de projets, aux détenteurs du pouvoir, à ceux qui ont des projets qui vont impacter l'environnement. Ces trois droits, ils sont très simples, un droit à l'information, droit à la participation et droit à l'accès à la justice. Si ça vous intéresse, c'est dans le principe 10 de la déclaration de Rio, c'est ce qui doit permettre de rééquilibrer l'asymétrie entre les participants à un débat, en fait. Parce qu'il y a en réalité asymétrie dès le départ. Et ce rééquilibrage, ben, en fait, c'est ça le débat contradictoire. Un débat, pour moi, la première définition, c'est qu'il doit être équilibré. Un débat contradictoire, c'est un débat équilibré. Alors, cela étant dit, bon, ben, c'est le droit et c'est un peu la théorie. Dans la pratique, ces droits sont peu connus.
du pouvoir en général et de nous tous hein, dans nos différentes pratiques. Et on fonctionne encore sur l'idée que le débat, en réalité, c'est pas un droit, mais c'est plutôt c'est plutôt ce qui appartient aux détenteurs du pouvoir. Qu'en fait, le débat, il est à la main du pouvoir. C'est lui qui octroie le débat, qui fait une sorte de cadeau au peuple en disant ah ben voilà, sur ce sujet, je vous permets de débattre et de discuter. Et les élus et les administrations, bon là, je mets tout le monde dans le même panier, hein, on sait tous très bien qu'en fait, un débat, une concertation, c'est un temps qui est très politique. Et donc, on veut garder la main. Les détenteurs du pouvoir, élus comme techniciens, que vous êtes un certain nombre d'entre vous, veulent garder la main sur le processus de participation, de débat, etc. On ne comprend pas ou ils ne comprennent pas que ce droit existe en dehors d'eux. C'est un droit des citoyens. Et ça, c'est un vrai changement de culture. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils veulent continuer à décider quand, comment, où et à qui on donne la parole ou pas. Et du coup, ça veut dire que finalement, le débat contradictoire, eh ben, aujourd'hui, il est souvent à conquérir par les acteurs de la société civile, par la population, par le public. Parce qu'en réalité, on ne lui donne pas, on n'a pas finalement encore pris conscience de ses droits et on continue à lui octroyer comme un cadeau, alors qu'en réalité, il devrait l'avoir de droit. Donc, on se retrouve avec des débats contradictoires qui démarrent souvent dans des situations de conflit. Et je terminerai avec ce point. Qui a inventé le débat public en France? Eh bien, les premières réunions qu'on peut appeler débat public au sens de la CNDP, ce sont les associations environnementales qui, sur un projet extrêmement conflictuel, le TGV Méditerranée, ont invité le maître d'ouvrage à une réunion qu'elles organisaient, elles. Et c'est de là qu'est née les premières expériences de débat public français. Merci pour ce partage. Mariana, votre regard sur le débat contradictoire? Oui, alors ça va être un peu dans la suite de ce que vient de dire le précédent intervenant. En fait, pour nous, le débat contradictoire, c'est une question démocratique centrale. En fait, c'est l'enjeu de donner la parole aux personnes premières concernées par des politiques publiques et en l'occurrence des politiques urbaines auxquelles elles sont confrontées. Et ça nous semble être un préalable à un mode de gouvernement démocratique. Et en effet, il y a comme enjeu le fait d'accepter de la part des porteurs de projets qu'il y ait conflit, d'accepter d'entendre en fait la voix de personnes qui peuvent être opposées à un projet qui est porté. Et voilà. Et d'autre part, je suis assez d'accord avec ce que tu disais juste avant, c'est que en effet, c'est de reconnaître en fait le fait qu'il y a une asymétrie du débat tel qu'il est posé la plupart du temps par les porteurs de projets et voir une confiscation en fait de ce débat dans certains cas. Et nous, c'est ce qui nous est beaucoup remonté par les collectifs d'habitants et d'habitantes mobilisés dans le cadre de rénovation urbaine. Donc, nous, dans ce cadre-là, à Puy, on revendique l'existence en fait d'instances pour que ce débat puisse véritablement avoir lieu. Donc, que ce soit pas seulement, par exemple, un accès à l'information. On a montré dans un rapport d'un observatoire qu'on a créé, des projets imposés et contestés, que malheureusement, la plupart du temps, en fait, ce qu'on a appelé concertation se réduisait simplement à la transmission d'une simple information. Donc, on propose voilà, qu'il y ait l'existence d'instances pour que ce débat ait lieu et ne soit pas confisqué. Et donc, en ce sens, on a des propositions très concrètes, voilà, comme le fait de proposer aux porteurs de projets de mettre en place ce qu'on appelle des assemblées de comptes à rendre. Donc, c'est-à-dire des assemblées avec les personnes premières concernées tout au long d'un projet, donc en amont, tout au long du projet et à la fin également du projet. Donc, voilà un petit peu notre regard là-dessus. Merci. Rania, Carole, est-ce que vous auriez des choses à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit? Ania. Oui, oui, alors pour moi, le débat contradictoire, ça a été vraiment le fil rouge tout au long de mon activité. Je vais parler de ce que je connais. Donc, en tant qu'amicale des locataires, on est aussi en plein dans un plan de rénovation urbaine sur le quartier depuis 2013 maintenant. Donc, je suis ça. On est régulièrement convié au comité de suivi participatif, enfin ce qu'ils appellent. Donc, j'ai été amenée à travailler aussi dans le cadre de l'activité avec les institutions en charge de la politique de la ville, mais pas que, et surtout avec les bailleurs sociaux. Et en fait, pour moi, le débat contradictoire, c'est vraiment un outil de démocratie participative, clairement. C'est essentiel
pour moi, c'est essentiel pour éviter la pensée unique et en fait, qui est souvent celle du plus fort, voilà, qui prend le dessus. Euh, En fait, effectivement, ça renforce la démocratie. Ça permet aussi de rechercher aussi la vérité. Parce qu'on va poser les questions qui dérangent. Voilà, c'est aussi notre rôle, un petit peu de questionner, de bousculer. Et puis, surtout, moi, je pense que ça permet d'améliorer aussi la qualité des décisions qui sont prises, des décisions dans ces politiques publiques. Parce que nous, en tant que principaux concernés, avec l'expertise d'usage, on peut clairement euh, contribuer. Ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, le désaccord, c'est synonyme systématiquement de conflit. Et en fait, non, pas du tout. On peut être en désaccord et justement, c'est des désaccords constructifs. Et ça, souvent, je rejoins ce que dit Étienne Balland, c'est que bah, dès qu'on n'est pas d'accord, les gens, déjà, bah, ça vire à l'attaque personnelle des fois, alors que non, pas forcément. Enfin, les gens, quand on n'est pas d'accord avec eux, ils se sentent tout de suite en position un petit peu voilà, de faiblesse. Et en fait, c'est dommage parce que c'est pas dans la culture, en fait. C'est pas dans la culture de se dire que, bah oui, d'autres personnes peuvent ne pas être d'accord, et c'est très bien comme ça. Parce que du coup, les échanges, ça peut enrichir les idées, ça peut enrichir le projet, éviter les erreurs aussi. Donc pour moi, voilà, le débat contradictoire, c'est vraiment essentiel. C'est un outil de régulation même, je dirais. Voilà, donc bon, après sur la troisième partie, on pourra parler de comment est-ce qu'on essaie de trouver des solutions. Voilà, mais pour moi, ça a été vraiment en filigrane tout au long de notre activité pour nous faire entendre la vie des habitants. Et c'est vrai ce que disait des fois la concertation pour eux, ça a été juste une affiche en pied d'immeuble. Et puis voilà, pour eux, c'était ça. Et alors, le règlement général de l'ANRU répète que l'habitant doit être au centre, c'est le premier bénéficiaire et qui doit être consulté, concerté. Sauf qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de mode d'emploi à cette concertation. C'est des mots qui sont jetés comme ça, mais il y a ni mode d'emploi, donc la fréquence, comment on fait pour concerter, et surtout, bah, il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas de concertation. Voilà. Donc, en fait, quand vous dites à quelqu'un, fais comme tu veux, bah, il ne fait pas, parce qu'il a le choix de ne pas faire. Voilà. Et effectivement, il y a aussi dans la recherche du débat contradictoire, en fait, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que, ben, encore une fois, c'est ceux qui ont le pouvoir qui décrètent que les habitants peuvent prendre part au débat. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Les vrais enjeux, des fois, on ne prend pas la peine. Enfin, il y a une certaine opacité que les sachants, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent pas dévoiler. Et du coup, là, ça fausse complètement le débat parce que déjà, on n'est pas au même niveau d'information. Et les enjeux, les intérêts sont pas les mêmes et sont souvent cachés. Et c'est pour ça que des fois, ça fait un dialogue de sourds. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de transparence. Voilà. Donc ça aussi, c'est à changer et vraiment revoir la culture du débat contradictoire et peut-être s'inspirer d'expériences plutôt réussies dans les pays scandinaves et puis peut-être l'enseigner aussi dès l'école. Voilà, donc c'est Hmm. vraiment, faut changer son logiciel. Voilà, ça demande du courage On politique. donnera des, on donnera des pistes dans la section, la séquence d'après. Exactement. Ouais, pas mal de pistes même. Carole, un petit dernier mot. Oui, très brièvement, bah, en fait, beaucoup de choses ont été dites, hein. C'est vrai que moi, je voulais surtout insister sur la dernière partie de ce que vient d'énoncer Rania, c'est-à-dire qu'au-delà de l'accès à l'information, c'est vraiment la transparence sur les enjeux, y compris les enjeux financiers. C'est-à-dire, finalement, je pense que c'est pratiquement jamais abordé dans les questions. Bah, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on parle de rénovation urbaine.
un atelier avec des habitants de concertation qui explique pourquoi ces choix sont faits de cette manière, qui paye quoi, qui est Action Logement. Enfin voilà. Et pourquoi il y a des démolitions. Et du coup, ça expliquerait aussi pourquoi il y a des démolitions. Enfin, après, on peut en débattre, mais d'abord, il faut comprendre les enjeux. Et c'est vrai que comme il y a cette opacité perçue dès le départ, ben, ça nourrit la défiance. Et après, j'ai envie de dire, on pourra organiser tous les ateliers de participation qu'on veut. Ben, ça servira à pas grand-chose, je pense. Euh, Parce qu'il n'y aura pas eu cette clarification dès le départ et enfin, dès l'explication des choix en amont, quoi, stratégiques Mm. du projet. Charlie, est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans le chat du coup? Oui, alors il y a principalement une question, parce qu'il y en a une auquel Hélène a répondu par écrit pour avoir le lien vers l'Observatoire des projets contestés. Donc le lien a été mis dans le chat. Et sinon, on a une question de Kadi Traoré, c'est la suivante. Comment s'assurer que le débat contradictoire inclut vraiment les publics les plus éloignés, c'est-à-dire par exemple les jeunes, les personnes précaires, les femmes isolées, et pas uniquement ceux qui sont déjà habitués à s'exprimer? Voilà, et donc un petit témoignage, sinon 10 ans en tant que présidente du Conseil citoyen, ou VC, ou non, CCV, j'ai pas l'acronyme. Euh, Peut-être le conseil de développement. Conseil de développement, merci. C'est donc en tant que présidente du conseil de développement, c'est essentiel de permettre au QPV des endroits ou un tiers-lieu dans son quartier pour avoir la possibilité de s'exprimer. Et ça permet d'éviter les burn-out, les dépressions, de pouvoir voir autre chose que la routine. Excusez-moi, conseil citoyen de Villefontaine, plutôt. Ok, conseil citoyen de Merci. Villefontaine. Merci pour cette précision. Euh, Donc voilà, comment est-ce qu'on implique réellement les publics qu'on a le plus de difficultés à toucher dans ces instances de débat contradictoire? Hop, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Ben, alors, nous, encore une fois, je vais parler de mon expérience sur le plan de rénovation urbaine sur Herbel. Alors, nous, déjà, le plan arrive sur un bâti très dégradé où le bailleur a fait très peu d'interventions pendant des dizaines d'années. Donc, il y avait vraiment une défiance et puis les habitants n'y croyaient plus. Donc, ça a été très compliqué de communiquer en leur direction. Ben, la première année, c'était à blanc, quoi, parce que les gens venaient pas. Ils disaient, bon, pourquoi on veut encore notre avis? Ils sont pas fichus de gérer la gestion quotidienne. Enfin, voilà, déjà. Donc, il y a un manque de confiance de base. Ils partent avec un passif, malheureusement, parce que ben, les PRU, on les fait dans des endroits où déjà ça va mal. On les fait pas dans des endroits où ça va bien. Donc, déjà, ils partent avec un passif. Ensuite, par exemple, quand ils voulaient concerter, ils mettaient des affiches en pied d'immeuble et ils mettaient un chapiteau dans un emplacement de la cité, un jus d'orange et un paquet de galettes et venaient, ben, on va discuter. Ben, sauf qu'ils le faisaient pendant les heures où les gens travaillent. Et puis, l'affiche qui était en pied d'immeuble, et ben en fait, elle était même pas mise dans le tableau sous vitre, quoi. Donc, n'importe qui pouvait l'arracher. Donc, déjà, en termes de communication, voilà, c'était vraiment déplorable. Et puis, en fait, on avait l'impression qu'ils cochaient juste une case. Bon, bah, on a concerté, ils sont pas venus. Voilà, on remballe, et puis personne n'est venu. Et puis nous, on a dit qu'on avait concerté. Et en fait, il n'y a pas une réelle volonté de s'adapter au terrain, de s'adapter au public. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Et alors, je suis peut-être un peu sévère en disant ça, mais malheureusement, c'est ce que j'ai constaté à regret, hein, d'ailleurs. C'est qu'en fait, concerter, c'est embêtant. Concerter, surtout un public qu'il faut remettre à niveau en termes d'information, de connaissances, on perd du temps. Et il y a quelqu'un qui disait très justement, et un institutionnel, hein, qui me disait, ben, le principal ennemi d'un PRU, c'est le temps. Et le temps, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'il y a des échéances, parce qu'il y a des contraintes. Et en fait, concerter, ça prend du temps. Et du coup, ben, c'est pas quelque chose
sont enclins à faire comme il faut. Et puis les gens vont poser des questions, vont demander pourquoi on fait ça et pas ça. Donc il faut leur expliquer. Et puis peut-être que ça peut remettre en question les choix qui avaient déjà été déterminés. Nous, la concertation, en fait, on nous a demandé notre avis sur l'ambiance de la salle de bain, si on la voulait plutôt verte ou plutôt, voilà, si on voulait la douche ou la baignoire. Par contre, les démolitions des immeubles, à aucun moment on a été concerté, on a été mis devant le fait accompli. La création d'une route qui a défiguré le quartier, à aucun moment on a... Donc sur vraiment les choses importantes, zéro consultation. Par contre, sur les petits détails de couleur, de ceci, là, ils ont fait des super panneaux et tout pour dire, voilà. Et puis, moi, très, très vite, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas urbaniste, je suis pas architecte, je suis pas... Et du coup, quand vous nous proposez ce que vous nous proposez, moi, qui me dit qu'il n'y a pas mieux, qu'il n'y a pas une version? Donc, j'avais demandé très tôt à être secondée par des sachants neutres, attention, parce que si c'est pour m'amener quelqu'un qui est payé par le bailleur ou par l'une des parties prenantes, voilà, quoi, c'est pas top. Donc, voilà, ma demande a été balayée d'un revers de manche. Et pourtant, c'est essentiel, la neutralité et la mise à niveau de connaissance des personnes concernées. Voilà, et alors, je suis contente parce qu'on a eu l'arrivée des étudiants en architecture qui ont été vraiment, qui nous ont apporté plein de connaissances techniques et qui ont fait vraiment le boulot qu'auraient dû faire les agents de la métropole, quoi, qui ont fait une véritable concertation et avec 10 fois moins, 100 fois moins de moyens. Donc oui, il faut créer en fait tout un réseau en fait. Il faut s'organiser parce qu'on a très bien compris que les institutions, enfin, c'est compliqué. Ils veulent pas changer leur logiciel, ils veulent pas s'embêter à concerter parce que voilà, c'est contraignant, ça contrarie leur plan, clairement. Et du coup, c'est à la base de s'organiser, de s'adjoindre des sachants, des militants même, des personnes qui veulent contribuer à cette démocratie participative et des gens compétents et on en trouve. Et du coup, il y a l'organisation de la base, je dirais, parce que ça ne viendra pas d'en haut, quoi. Je laisse parler aussi Carole sur justement cette difficulté à mobiliser, en tout cas, comment on fait pour mobiliser les principaux concernés, parce que la question est très importante, c'est vrai. Les gens sont fatigués, venir à une réunion alors ils commencent à 4 heures du matin, ils sont éreintés sur les chantiers. Quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec une réunion de concertation à 18 heures ou à 19 heures. Ça peut se comprendre. En plus, je dirais d'autant plus qu'il y a vraiment le phénomène d'usure, hein. Enfin, nous, on le voit même quand les étudiants arrivent dans un quartier et disent non, mais nous, on ne travaille pas pour l'ANRU, hein, on est des étudiants en architecture, tout ça. Enfin, les habitants, enfin, en fait, ils ont été concertés, on leur donne l'injonction à la participation, et puis finalement, ça sert à quoi finalement? Puisque, enfin, je retranscris ce qui ressort souvent, hein. Donc, c'est aussi tout ça qu'il faut déconstruire, enfin, qu'il faut reconstruire, en fait, plutôt, qu'il faut reconstruire sur des bases saines. Euh, Puis moi, j'ai presque envie de dire, bon, là, ça va peut-être dans la partie 3, mais enfin, est-ce qu'il faudrait pas, dès l'école, en fait, dès l'école, rendre une matière, peut-être dans l'éducation civique, il y a une partie qui est comprendre les transformations du quartier, comprendre les termes d'urbanisme. En fait, c'est des choses qui concernent tout le monde au quotidien. Ça devrait faire vraiment partie de l'éducation de tous les enfants à l'école, je trouve. Enfin, et déjà, ils arriveraient peut-être plus impliqués ensuite aussi, comme jeunes et comme adultes, enfin, voilà. Il y a- Déjà, comprendre de quoi on parle, quoi, aussi, parce que c'est vrai que on est les champions des acronymes aussi, donc voilà, quoi, ça aide pas. Carole, Rania, donc vous avez compris, on est passé sur Ouais, le temps 2, ouais, mais vous l'aviez fait naturellement, c'est très bien. ouais. Dans ce que disait Rania, et puis pour revenir, parce que je sais qu'il y avait des
des points d'analyse assez importants que vous nous aviez posés là sur la préparation. Donc je voulais revenir un peu aussi là sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que est-ce qu'on est prêt en fait à prendre le temps de la concertation? Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'énergie, de la ressource et du temps pour aller vers les habitants, vers les gens qui habitent là et bien prendre, bien comprendre comment fonctionne le quartier? C'est ça aussi que j'aimerais vous entendre là-dessus parce que votre exemple, il est hyper fort et en plus le travail en commun que vous avez fait entre l'association de locataires et des habitants et puis l'école d'architecture là-dessus, il est très révélateur, mais je vous laisserai raconter vos anecdotes là-dessus. Et le deuxième question que ça renvoyait aussi le témoignage de Rania, mais je sais Carole, enfin, vous y tenez, c'est la question de quand on concerte. Voilà, si on concerte au moment où tout est décidé, il n'y a plus que l'ambiance de la salle de bain à choisir. Bon, c'est peut-être un peu tard. En même temps, si on concerte trop tôt, on sait que des fois les projets arrivent des années après le début des études, donc c'est pas non plus là. Je me fais un peu le défenseur des pouvoirs publics. C'est pas toujours évident non plus de à quel moment on concerte. Et puis une troisième question qui va avec, mais vous étiez en train d'y répondre, c'est que si on concerte trop tôt, je me demande s'il n'y a pas un peu une sorte de fantasme ou de crainte réelle ou pas des pouvoirs publics de est-ce que les gens vont pas nous demander la lune, quoi. Voilà. Et je trouve que votre exemple, il montre bien que quand on amène de la connaissance et qu'on se met autour de la table avec des éléments de connaissance pour tout le monde, en fait, il ressort des choses qui sont pleines de bon sens. Mais voilà, je vous laisse raconter un peu ça et puis avant de passer la parole à Étienne et Mariana. Alors, il y a eu une concertation qui a été faite en 2018 par une structure qui s'appelait les Robins des Villes, je ne sais pas si ça vous parle, et qui avait été, je pense, ces 13 années où je suis sur le PRU d'Herbel, la meilleure des concertations. Et de là était sorti un cahier des propositions habitants qui était vraiment épais et qui avait plein de recueils de paroles d'habitants. Et aujourd'hui, ben, quand on fait le bilan, ils ont quasiment rien retenu. Et je me suis dit, mais les gens qui ont donné leur avis en 2018, on est en 2026. Il y en a qui ont déménagé, il y en a qui sont morts, il y en a. Donc voilà, le décalage et la temporalité des habitants n'est pas la même que celle des institutions, déjà. Yeah. Déjà ça. Et c'était intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit quelque chose sur comment est-ce que par exemple, nous, on a longtemps fait office de maison du projet. La maison du projet, comme à la Castellane, comme à Herbel, elle arrive très, très, très tard. Et le rôle d'une maison du projet, ben, c'est justement de permettre l'échange et peut-être aussi les idées des habitants. Mais là, elle arrive quand tout est couché, quoi, quand tout a été validé. Donc, alors déjà, l'amicale a fait office de maison du projet. Donc, on a affiché les plans qui nous étaient donnés avec les bâtiments démolis, la route, tout ça. Et c'est nous qui faisions le rôle de la métropole quand les habitants venaient nous voir en disant est-ce que mon bâtiment va être démoli? Est-ce que tu peux me dire? Et en fait, c'est nous qui faisions la com, quoi. Et la com pour 0 €. Et quand il a fallu se dire, ah ben, il est peut-être temps de mettre en place un maison de projet, il est peut-être temps d'animer, de concerter, ils ont fait passer un appel d'offres et ils ont retenu une structure complètement hors sol qui est chargée et financée pour faire la concertation et l'animation. Alors que nous le faisions depuis des années gratuitement. Et à aucun moment, on nous a dit, ben, déjà, on nous a partagé l'appel d'offres, c'est passé en catimini. Et quand bien même, allez, on va dire, on est une petite amicale, on n'a pas les épaules solides pour porter, pour répondre à un appel d'offres, mais on aurait pu enfin dire, ben, on va vous ouvrir des modules où vous pourrez collaborer et être rémunéré parce que on va valoriser votre connaissance, la proximité que vous avez avec les habitants, la connaissance fine du terrain. Tout ça, on le reconnaît, on veut bien le reconnaître. Moi, quand on m'appelle et qu'on me dit, Madame Aougassi, on va faire passer un flyer, vous pouvez nous le contrôler, est-ce que vous pensez que c'est bon, mais à quel moment, en fait, on valorise et on rémunère l'association parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a des charges, j'ai des salariés. Le contrat de ville ne couvre pas notre
budget de fonctionnement. Par contre, on nous sollicite pour notre expertise d'usage, pour aider à la concertation, pour aider à la communication. Et quand il s'agit de nous donner une juste reconnaissance, tout d'un coup, on va appeler une structure qui est complètement hors sol et qui prend 100 000 euros par an pendant 4 ans. Voilà, c'est juste ça. Donc, il y a ça, il y a aussi cette reconnaissance des personnes. Et moi, je trouve qu'ils auraient tout intérêt à chercher des leaders un petit peu, des personnes qui vont susciter la contradiction, pourquoi? Parce que la contradiction, déjà, le fait d'ouvrir le débat, ça permet de mettre tout le monde au même niveau d'information, déjà. Et puis moi, je trouve, ils se trompent. Ça évite vraiment, ça prévient la radicalisation, le mot radicalisation, dans le sens où il y a des gens qui sont vent debout contre ce PRU. Parce que non, on ne veut pas, de toute façon, on vous a toujours demandé des trucs, vous n'avez rien fait, donc maintenant, par principe, on s'oppose, ou bien moi, ça ne me convient pas parce que vous allez me démolir, je ne veux pas partir, donc je vais faire le pied de grue, enfin, je vais empêcher vos maçons d'entrer, vos engins d'entrée, on va faire des blocus. Et ça coûte beaucoup plus cher qu'une concertation. Donc, je ne comprends pas cette posture de vouloir dire non, mais poussez-vous, vous ne savez pas, on perd du temps avec vous, laissez-nous faire. Mais c'est hyper contre-productif parce que le mot de la fin, c'est l'habitant qui l'aura. Et si l'habitant ne veut pas ouvrir sa porte, ça va être quoi? Ça va être les camions de CRS contre la presse et les procédures judiciaires. Et vraiment, là, l'ANRU et les parties prenantes n'ont pas intérêt à arriver là-dedans. Et du coup, moi, je serais d'avis d'impliquer les décideurs en jouant le rôle de vie ma vie. En fait, nous, on va être à votre place pour comprendre vos contraintes, mais vous aussi, venez à notre place et là, on va se comprendre. Là, on va parler le même langage. Mais tant qu'il y aura cette barrière de dire, vous avez que le droit d'accepter ce qu'on va vous imposer. Et en plus, c'est fourbe parce que, voilà, mais non, vous concerte, non, mais on concerte rien du tout. Voilà. Donc ouais, la valorisation des sachants qui sont sur le terrain aussi, pas que les sachants qui ont le pouvoir. Rania, ça me donne envie, là, ce que vous venez de raconter, peut-être de passer la parole à Carole. Je pense à l'exemple que Oui. j'ai pas envie de le dire moi, mais avec les Vas-y. étudiants sur... Oui, qui peut Ah, renvoyer. Ouais, je voilà. crois savoir de quoi vous voulez parler. Oui, c'est-à-dire que les étudiants, parfois, sur le terrain, peuvent se mettre aussi eux-mêmes dans des postures d'apprentis professionnels où il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils produisent. Et c'est vrai que, par exemple, le semestre dernier, ce qu'on a expérimenté, et du coup, Guy Laurent me disait, mais finalement, on pourrait l'étendre, pourquoi pas aux autres professionnels, c'est de dire aux étudiants, bon, là, vous passez 2 mois sur le terrain, en fait. Vous passez 2 mois sur le terrain et vous ne produisez rien. Vous prenez ce temps de la rencontre. Vous y allez tous les jours, toutes les semaines. Vous parlez avec les habitants. Vous participez à la fête du quartier. Vous faites les crêpes avec eux. Vous animez les ateliers avec les enfants. Enfin, vous prenez vraiment ce temps de vivre au tempo du quartier, en fait, quoi. Et vraiment de créer cette relation et de pas être dans cette posture de l'apprenti professionnel consultant qui arrive avec ses post-it et voilà. Et ça, ouais, ça a donné vraiment des super projets. Bon, au final, ils ont produit quand même des choses parce qu'il fallait bien passer le diplôme. Mais enfin, on a vu aussi l'épaisseur, quoi, de la réflexion et de ce que ça avait pu donner. Et juste l'autre point sur la question du temps, elle est très vaste, mais je voulais aussi parler du coup c'est lié, mais du temps Rania, t'as rapporté finalement aussi les propos de l'ANRU qu'ils n'avaient pas le temps, mais justement je trouve que dans ce type d'opération, le temps est très très long paradoxalement, donc justement est-ce que ça pourrait pas devenir au contraire des moments exemplaires où justement on a ce temps, on a 10 ans là, donc on pourrait faire quelque chose d'hyper exemplaire. Alors je pense plutôt que c'est le temps qui est utilisé comme un argument pour dire
Il faut se décider là, sinon on n'a pas le financement, sinon si. Il y a des sortes de redécoupage de ce temps très long en plein de phases, quoi, ce saucissonnage qui fait qu'on n'a jamais le temps, alors qu'au final, ça dure 15 ans. Donc, c'est très, très paradoxal. Et voilà. Et après, la question des temporalités, bah, nous, c'est vrai que comme... Enfin, on a souvent aussi l'impression d'arriver soit trop tôt, soit trop tard. Il y a toujours un peu ce truc aussi. Bah, et ça, c'est évidemment lié au manque d'informations. Et c'est pour ça que bah, ça rejoint ce que je disais au début, c'est parce qu'on travaille aussi sur plusieurs sites avec des temporalités différentes que d'un coup on peut bah, gagner du temps à un moment donné, faire des raccourcis. Et si on arrive sur un site qui est à telle phase du projet, bah, comme on a travaillé avant sur tel autre site et on sait que, enfin voilà, c'est aussi l'intérêt de travailler en lien avec tous ces territoires, quoi. Comme j'ai dit, moi, je suis ni architecte, ni sociologue, ni voilà. Et du coup, on s'est entouré d'un sociologue et d'un maître de conférence, pour les nommer Charles Réveillère et Camille François, qui nous ont vraiment épaulés, qui ont été formidables, qui se sont déplacés avec nous à la préfecture, enfin dans les locaux de la métropole pour vraiment nous assister. Et ça a beaucoup irrité. Ça a beaucoup irrité qu'on soit accompagné de sachants. Et souvent, c'était, mais vous n'habitez pas le quartier. Oui, ils n'habitent pas le quartier, mais on les a mandatés pour parler en notre nom et on a bien bossé avant. Ils ne sont pas venus les mains dans les poches. Et d'autant qu'ils avaient déjà fait des PRU en région parisienne, donc ils connaissaient bien la machine. Et en fait, ils étaient très embêtés d'avoir des sachants qui, un peu, alors, leur répondaient du tac au tac et nous, ils ne pouvaient pas nous balader, quoi. Du coup, ça c'est très questionnant de se dire si vous n'êtes pas habitant, vous n'êtes pas légitime. Ben si, ils sont légitimes parce qu'ils nous assistent et ils ont tout notre, toute notre bénédiction pour parler en notre nom, quoi. Enfin, tout notre accord. Et ça les gêne. Ça les gêne parce qu'ils disent on ne peut pas raconter n'importe quoi, on a affaire à des gens qui s'y connaissent. Mais on Voilà. va rebondir là-dessus, Rania, et puis on va y revenir sur la dernière séquence, sur un peu les pistes de proposition, même si au fur et à mesure vous en essaimez déjà. Je vais passer la parole à Mariana, puis à Étienne, et peut-être juste préciser avant ça, c'est que cette expérience que vous racontez, bon, peut-être, j'espère qu'elle fait écho aussi à d'autres. C'est vrai que là, on insiste plutôt sur les points critiques. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que au travers de ça, il y a des tas d'éléments qu'on peut monter en généralité sur les conditions d'un débat contradictoire, sur comment on peut mieux penser les choses, etc. Au-delà des questions de projets de rénovation urbaine qui sont valables sur d'autres types de sujets, évidemment, quoi. Voilà. Mariana et puis ensuite Étienne, c'est à Je vous. me permets juste peut-être d'inverser, et si ça vous embête pas, Mariana, Ouais. parce qu'Étienne doit bientôt nous Oui, quitter. Ah oui, oui, bien c'est vrai, sûr, pas de t'as problème. peu Tu de peux temps, ouais, c'est réagir vrai. avant de partir et puis et on vous donnera la parole juste après. Ouais. Super, Très merci. bien. Merci beaucoup de cette souplesse. Oui, je m'excuse par avance. Je devrais vous laisser avant l'heure prévue initialement. Euh, oui, sur les pistes, je voulais rebondir effectivement déjà sur tout ce qui a été dit à l'instant et rappelé par Rania. Et il y a un peu une tradition aussi à la fois dans les écoles de projet où Carole enseigne, où moi j'enseigne aussi, mais en école de paysage. Il y a une tradition aussi effectivement de donner à nos étudiants la possibilité de se mettre au service des acteurs de la société civile. Et parce que c'est hyper intéressant pour nos étudiants et pour ces acteurs de la société civile, il y a beaucoup de choses. Et signaler aussi des expériences, mais pas toujours très longues, qui ont toujours eu du mal à se financer, d'ateliers citoyens d'urbanisme, par exemple, c'est-à-dire de capacité à mettre à disposition effectivement des ressources techniques auprès des citoyens. Et ça, Mariana, je pense, en parlera beaucoup plus longuement que moi, parce que c'est la mission d'appui. Alors, ce que je voulais simplement, pour essayer de donner quelques pistes, la demande que vous m'aviez faite au départ, c'était un peu d'aller regarder justement ailleurs. Peut-être que dans les QPV, dans le chat, il y a pas mal de demandes sur des processus autres, nationaux, voire internationaux. Et c'était l'occasion d'évoquer avec vous la manière dont effectivement une structure qui s'appelle la Commission nationale du débat public a finalement, par la pratique depuis maintenant 25 ans, élaboré un certain nombre de règles et de principes et de pratiques surtout pour permettre un débat contradictoire et le rendre utile, en tout cas faire lui donner une vraie qualité. Donc, si vous êtes prêts, je vais essayer de vous en ces 6 principes.
Enfin, il y en a 6, on pourrait en faire bien plus, mais CNDP aujourd'hui a un peu stabilisé autour de ces principes. Pour qu'il y ait un débat contradictoire, ça va dépendre du degré de conflictualité, mais dans tous les cas, il y a toujours besoin de se poser la question d'un tiers, et d'un tiers neutre et indépendant. Ça, c'est fondamental. Donc, les deux premiers principes de la CNDP, c'est neutralité et indépendance de celui qui organise, qui établit, qui construit l'espace de la discussion et du débat contradictoire. C'est pas la même chose, hein, neutralité et indépendance. L'indépendance, ça se constate, c'est-à-dire que vous n'avez pas de lien vous n'avez pas d'intérêt, de revenus, etc., avec les différents acteurs qui sont dans le jeu. Et neutralité, ça se constate dans les faits, c'est-à-dire que la manière dont vous animez, dont vous invitez, dont vous vous rendez compte, c'est là qu'on voit la neutralité. Donc ça, c'est les deux premiers principes qui sont très simples à comprendre, mais ça veut dire que dans tous les cas, il faut se poser toujours la question du tiers, et le tiers est souvent nécessaire pour un débat contradictoire. Ensuite, dans le des processus CNDP, il y a vraiment une rupture très forte avec les formes de démocratie d'opinion qu'on connaît et qu'on est en train de vivre là, entre les... C'est marrant qu'on ait cette réunion entre deux tours d'une élection municipale et qu'on connaît très bien avec un recours systématiquement au principe majoritaire. La CNDP rompt complètement avec ça en posant deux principes complètement différents qui sont des principes d'argumentation et d'équivalence. Ils fonctionnent ensemble. L'argumentation, c'est assez simple, ne sont recevables que les arguments qui peuvent s'expliquer et se démontrer. Donc, quand vous prenez la parole, vous donnez un avis, une opinion, donc ce soit, très bien, mais il faut que vous soyez capable de dire pourquoi, sur quel fait vous vous appuyez. Et le deuxième point, c'est l'équivalence. L'équivalence, ça veut dire que, en fait, peu importe qui vous êtes, vous avez le même droit d'accès à la parole, à l'information. Et votre poids politique, social, le nombre d'adhérents de votre association, la taille de la commune dont vous êtes le maire, ou peu importe, ou ministre ou pas ministre, vous avez le même temps de parole. Dans les réunions CNDP, le ministre a le même temps de parole que le citoyen. Ça, c'est absolument fondamental. Ce principe d'équivalence, il date des tout débuts du débat public, ça a commencé en 95, et ça fonctionne de façon intéressante parce que, d'une certaine manière, on peut plus dire je suis machin et je représente ça, et mon argument, il est valable parce que je représente. Non, mon argument, il est valable parce que je suis capable de l'expliquer. C'est tout à fait différent. Donc ça, c'est un point très important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux d'influence, de rapports de force ou d'irrationnel dans les débats publics, bien entendu. Mais ça veut dire qu'ils sont dévoilés, eux aussi. C'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes objets du débat, le rapport de force, le financement de un tel ou un tel, de tel intervenant, les intérêts d'un tel ou un tel. Tout ça, c'est dévoilé. Tout ça, c'est public. Ça devient objet d'un débat. De la même manière, une colère, même agressive, hein, elle peut parfaitement être entendue dans un processus de débat public, du moment que derrière, la personne en colère est capable, et on lui demande, de la relayer sur des faits, de l'appuyer sur des arguments. Donc, c'est jamais une façon de diminuer le conflit d'appliquer ces principes, hein. C'est tout à fait différent. C'est une façon de permettre au conflit de s'exprimer dans toutes ses dimensions, mais par la parole. C'est-à-dire par la parole et dans la relation à l'autre. Et moi, j'ai souvent coutume de dire que du coup, ce principe permet en fait d'humaniser le conflit, en fait, de civiliser le conflit, de sortir justement d'un conflit qui va être étayé par des pratiques désagréables, agressives ou violentes, pour devenir justement des désaccords. Je reprends le mot de Rania tout à l'heure que je trouve tout à fait intéressant. Ça transforme le conflit en désaccord. Les deux derniers, la transparence, bon, ça paraît assez évident, mais tout ce qui est dans un débat ou une concertation CNDP doit être public, et tout ce qui est connu sur le sujet doit être rendu public. Toutes les études, par définition, sont rendues publiques par le tiers neutre et indépendant qui anime. On ne peut pas se cacher en disant ah non, ça c'est pas possible, cette étude n'avait pas terminé, je ne peux pas la communiquer aux habitants. Ça ne marche pas, c'est absolument interdit. Et enfin, tout débat laisse une trace, ça c'est toujours la transparence. Le dernier principe, c'est l'inclusion. Bon, c'est assez simple, hein, mais il pose le constat que le corps social, on n'arrive pas à le réunir en entier dans un même espace, dans une même réunion publique, dans un même lieu, etc. Et que donc, en fait, le débat, il se déploie vers les publics. Il se déploie partout où il y a des publics. Attention, souvent on fait la confusion, on va informer partout où il y a des publics pour ensuite venir débattre en un seul lieu. Non, le débat public ou la concertation CNDP, ça se déploie et on débat aussi sur le marché, dans le conseil d'administration de l'association, à la réunion syndicale, etc., avec les mêmes règles. Alors, je conclus simplement pour essayer de vous dire qu'est-ce que font ces 6 principes. J'en ai oublié un, pardon, c'est pas un principe, mais c'est un pouvoir qu'a la CNDP. La CNDP a le pouvoir de commander des études complémentaires, des expertises complémentaires. Ça, c'est un point essentiel.
C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, le porteur de projet, n'est plus le seul producteur, en fait, du savoir ou de la connaissance sur le projet. Et le public peut demander cette expertise complémentaire à la CNDP. S'il y a un point de désaccord, eh bien, la CNDP va pouvoir financer et construire et prendre un cabinet, un expert indépendant et neutre, en vérifiant qu'il est bien indépendant et neutre, pour faire cette étude. Et les résultats de l'étude seront ensuite débattus. Bon, le résultat de ces principes, et je conclue là-dessus, c'est qu'en fait, on construit petit à petit, avec ces principes, une confiance dans l'espace de débat parce on le rend fiable. Et tout le monde sait, au bout de 2 ou 3 réunions, c'est très rapide, hein, que toute la parole est bien accueillie, que toutes les paroles sont accueillies à certaines conditions, comme je vous ai donné. Une bonne réunion publique, en fait, de débat contradictoire, moi j'ai envie de dire que c'est une réunion où des gens qui sont en conflit ouvert, parfois très dur, bah, passent 3 heures, 4 heures, 5 heures à s'écouter avec une grande attention. J'ai cette expérience très récente à Arles sur un projet de THT, ligne THT, le conflit est extrêmement dur et violent, avec des boycotts. THT, tu peux dire? Alors, pardon, ligne à très haute tension qui traverse la Camargue, enfin, qui voudrait traverser la Camargue. Et dans toutes les réunions du débat public qu'on a organisées sur ce projet, on n'entendait pas une mouche voler. Il y avait une écoute absolument fascinante, une qualité d'écoute absolument fascinante. Idéalement, là je parle d'idéal, au bout de quelques réunions, bah, quelque part, les gens vont à un débat public en se disant, OK, j'ai compris les règles du jeu, je fais confiance à cet espace, je sais que c'est là que se joue au moins en partie la décision. Donc, je m'y investis, je vais essayer de convaincre, mais par contre, je m'y investis aussi en tant qu'auditeur et je vais aussi me donner la possibilité de me laisser convaincre. Et c'est un peu cette symétrie entre convaincre et se laisser convaincre qui, à mon avis, résume le résultat idéal, mais là, on est bien dans l'idéal, d'un débat contradictoire, tel qu'en tout cas on le pratique à la CNDP. Voilà, je vous remercie et je suis vraiment désolé de devoir effectivement vous laisser terminer la réunion. Est-ce que par hasard, mais je sais pas par rapport à ton timing, est-ce que tu aurais le temps de répondre J'ai à une ou encore deux 5 minutes, ouais, questions? Ouais, bien sûr. Ouais. ok. Du coup, Mariana, si ça t'embête pas, avant que, si on peut peut-être prendre une question ou deux, peut-être qui pourrait concerner Étienne, j'ai pas vu dans le chat, hein, si. Oui, pas de souci. Oui, alors il y a des questions, mais qui ne concernent pas spécifiquement Étienne. Peut-être une plus générale qui pourrait le concerner, c'est avoir votre avis sur la place de ces expériences locales-là qui sont partagées ici. Comment est-ce qu'on peut les rendre en fait plus nationales, plus internationales? Comment on peut partager en fait ces expériences-là avec le monde entier afin qu'elles puissent inspirer en fait sur comment bah, du coup mener des débats contradictoires qui soient constructifs et de qualité. Alors la question, je pense qu'elle est intéressante, mais j'aurais envie de la poser dans les deux sens. Comment les expériences aussi internationales nourrissent le projet local. On a souvent tendance à penser qu'on réinvente la démocratie à chaque expérience locale qu'on fait. Et en réalité, je pense qu'on est tous là autour de cet écran en se disant que non, qu'il y a des ressources justement partout et qui sont tout à fait intéressantes. Ça va vraiment dans les deux sens. Alors, je vais peut-être vous répondre un peu à côté de la plaque, mais la première des choses, c'est évidemment le retour d'expérience, la capitalisation, les travaux de recherche aussi. Les recherches sur la participation, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis maintenant 25 ans, il y a une somme de recherche et de retour d'expérience sur la participation extrêmement importante. Les sciences humaines françaises se sont beaucoup intéressées au sujet. Vous avez un groupement d'intérêt scientifique sur la participation, le GIST Participation, par exemple, et qui déploie quand même un grand travail. Vous avez un dictionnaire critique, par exemple, de la participation qui est en ligne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Ce qui manque, effectivement, c'est le retour local vers le national. Mais parce qu'on est souvent aussi animé de penser qu'il suffit de bien faire pour que ça se voit et qu'ensuite on fasse exemple. Ça, c'est quelque chose qui traverse beaucoup de forces politiques, d'ailleurs, en France, hein, et qui consiste à dire, bon, j'ai bien fait au niveau communal, j'ai montré que ça marchait, une concertation réussie, une démarche réussie, et tout le monde va le savoir, et ça va se faire. Un peu, c'est comme la Commune de Paris. Bah, la Commune de Paris, c'était formidable, tout le monde va du coup faire la Commune de Paris partout en France. Bah non, le résultat, ça a été l'inverse. Et il y a véritablement un enjeu aujourd'hui, effectivement, à assumer la généralisation, à considérer que les règles qu'on applique, ce sont bien des règles, ce sont bien des principes et qu'ils sont opérants. Et que ce n'est pas seulement un contexte qui produit de la qualité, c'est aussi la qualité de la méthode et de la méthodologie qu'on a mise en œuvre. Cet intérêt pour la méthodologie, moi, je pense qu'elle est extrêmement importante. Et dans l'autre sens, et je terminerai là-dessus, il y a une expérience internationale que j'aime beaucoup pour illustrer ce que c'est que ce changement opéré un peu par la CNDP, c'est la Convention d'Aarhus
La Convention d'Aarhus, je vous le dis très simplement, c'est une convention entre des États, les États de l'Europe, en gros, Europe de l'Est, Europe du Nord, etc. Et puis des ONG environnementales pour le droit de l'environnement et le droit de la participation. Je fais très vite, Guy Laurent, vraiment très bref. Mais il y a 45 pays qui votent. Les ONG n'ont pas le droit de vote. Et dans ces 45 pays, il y en a 27 qui appartiennent à l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne ne peut prendre qu'une seule position unique. Dès lors qu'on recourt au vote, ben c'est terminé puisque un seul votant a la majorité des voix. Eh bien, à cause de ça, parce que finalement le recours au vote devenait impossible, devenait absurde, cette convention fonctionne de façon complètement horizontale, où en réalité l'Union européenne Oui. ne prend jamais de décision avant d'avoir co-construit complètement les décisions collectives, et tout se prend au consensus. J'essaie de montrer là simplement que on peut rompre avec le système majoritaire, avec le principe majoritaire. On peut écouter les avis minoritaires, parce que même si une seule personne a une bonne idée, ça peut être l'idée qui, in fine, sera la meilleure. Et ça, il faut effectivement voir et se nourrir des pratiques à tous les échelons qui peuvent montrer ce type de réussite. Convention d'Aarhus. Convention d'Aarhus, oui, Ouais. AARHUS, Convention des Nations Unies On va pas tout sur donner. l'environnement. Ok. Ouais, ça a l'air d'être un Encore super merci pour exemple. votre invitation et bonne fin d'échange. Merci Étienne. Merci À très beaucoup. bientôt. Mariana, du coup, c'est à vous si c'est OK pour vous. Oui, très bien. Bon, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voulais peut-être Hmm. réinsister un petit peu sur, dans un premier temps, sur le fait de prendre le temps de la rencontre et de l'élaboration collective, et qui implique, à mon sens, en fait, bah, dans l'exemple des projets de rénovation urbaine, en fait, le fait de prendre en compte, en fait, la situation des habitants au moment où le projet va être présenté. C'est-à-dire en fait, de se dire souvent, un projet de rénovation urbaine, lorsqu'il est annoncé, ça fait suite à des années en fait aussi de situations qui peuvent être très compliquées pour les habitants et les habitantes. Et nous, on constate que dans beaucoup de cas, quand un projet de rénovation urbaine arrive, en fait, c'est après plusieurs années d'abandon aussi du patrimoine, de non-écoute des habitants et des habitantes qui étaient dans des situations parfois très problématiques et qui n'étaient pas écoutés en fait par les porteurs de projets. Donc du coup, c'est aussi voilà prendre en compte le contexte dans lequel on arrive lorsqu'on fait une concertation en fait voilà où la vie des habitants ne commence pas là en fait, et en fait il y a tout un passif parfois qui peut expliquer aussi des défiances importantes en fait de la part de la population. Je pense notamment, nous, on est en ce moment sur un projet de réhabilitation qui est intervenu après beaucoup d'années de non-entretien du patrimoine, avec énormément de problèmes dans le patrimoine au quotidien pour les habitants. Donc, ça veut dire voilà, des fuites, des remontées d'eau, des infiltrations, et donc voilà, des nuisances très importantes pour le quotidien des gens. Et en fait, il y a eu une défiance très importante à l'égard du projet, aussi pour ces raisons-là, quoi. Donc, je voulais insister un petit peu là-dessus. Ensuite, dire que prendre le temps de la rencontre et de l'élaboration collective, donc c'est à la fois voilà, comprendre dans quel contexte sont les personnes. Et de ce point de vue-là, je trouve que la démarche que vous évoquiez, Carole et Rania, avec les étudiants et étudiantes qui arrivent dans le quartier et qui au début ne produisent rien, est hyper intéressante en fait, parce que il y a besoin d'une écoute au début, en effet, sans forcément proposer tout de suite quelque chose. Et puis après, prendre le temps de l'élaboration collective, c'est aussi offrir en fait un cadre qui est propice à l'expression des différents points de vue. Et je pense en fait à des choses très concrètes, très matérielles, c'est-à-dire de fournir des lieux aux personnes pour se réunir, ce qui, en fait, ça peut paraître évident, mais c'est pas du tout le cas. Nous, il y a beaucoup de quartiers où on intervient, où on se heurte à un problème d'accès aux locaux associatifs de la ville, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. D'avoir également des moyens qui peuvent être alloués pour cela. Donc Rania, tu l'as évoqué, les conseils citoyens souvent n'ont pas beaucoup de moyens. En fait, voilà, c'est une question aussi qui se pose d'avoir un peu aussi des financements pour aussi prendre en compte euh, le temps passé en fait par les habitants et habitantes dans ces moments de concertation, parce que du coup c'est un vrai investissement et c'est un vrai engagement
souvent sur plusieurs années. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant de réfléchir aussi à des formes de rémunération de ces temps-là. Voilà. Et, pardon, et pour offrir aussi un cadre propice à l'expression des différents points de vue, ça revient un peu à la question qui était posée au début sur les formes de communication et comment on fait venir des personnes qui peuvent être éloignées parfois de ce type de débat, c'est aussi diversifier les formes de communication. Donc, ne pas se limiter à l'affichage ou l'envoi de SMS, mais par exemple, nous, quand on va à la rencontre d'habitants et d'habitantes d'un quartier, on mobilise des outils comme le porte-à-porte, le fait d'organiser des événements dans le quartier. Donc, en fait, voilà, de diversifier un peu des moments de rencontre pour être à l'écoute aussi de différentes formes d'expression, en fait, de points de vue qui vont pas être que dans des réunions avec des PowerPoint, quoi, voilà, pour caricaturer un peu certaines formes de concertation. Et ensuite, je dirais que ce qui nous paraît très important à appui, c'est de permettre aussi la transmission d'outils et leur appropriation par les personnes concernées, par des projets, par exemple, urbains. Donc, ça peut, par exemple, très concrètement, c'est de travailler lors d'ateliers avec des outils concrets, des supports comme des plans, des maquettes, ce genre de choses qui permettent d'ouvrir la discussion autrement que en présentant un peu un projet déjà ficelé, mais du coup d'avoir voilà des espaces de discussion autour de supports comme ça, de matériel qui représente l'espace du quartier, l'espace d'un logement, voilà, en variant les échelles aussi qui peuvent être utilisées. Et après, nous, ce qui nous semble très important aussi dans le comment, en fait, de ce débat contradictoire, c'est s'outiller en mobilisant, ça a été un peu évoqué, hein, mais en mobilisant des savoir-faire extérieurs. Donc, par exemple, nous, c'est pour ça qu'on est souvent en partenariat avec les écoles d'architecture qui nous permettent d'apporter voilà, des outils des architectes, mais également d'explorer en fait, des expériences faites ailleurs. Et là, je prends un exemple d'un ouvrage qu'on a publié il y a quelques années qui s'appelle Lutter pour la cité, où en fait, on avait fait le choix de raconter l'histoire d'une mobilisation habitante, mais également, on a fait le choix dans cet ouvrage d'intégrer des expériences inspirantes à l'international ou en France aussi, mais de personnes qui réfléchissaient à la manière dont on pouvait transformer, en l'occurrence là, des quartiers populaires, autrement qu'en passant systématiquement par la démolition des logements, voilà, mais en prenant aussi d'autres formes d'intervention sur le bâti. Donc voilà un peu, je pense, voilà, certains principes, je pense, qui sont importants à rappeler pour créer les conditions d'une véritable écoute et d'un véritable débat contradictoire. Merci beaucoup, Mariana. Ça complète super bien et puis ça revient surligner des points clés qui ont été posés avant. Merci beaucoup. On va voir un petit peu les questions, les réactions dans le chat avant de passer sur la dernière séquence qui, je vous rassure, sera plus courte. On devrait tenir à peu près les délais, peut-être à 5 minutes près, mais qui devrait être un peu plus courte sur les pistes de proposition. D'autant qu'il y en a certaines qui ont déjà été évoquées. Je laisse la parole aux collègues pour les questions du chat. Oui, Guy Laurent, on a encore deux questions là. Une question sur le consensus. Est-ce que le consensus doit être à tout prix recherché? Est-ce qu'il n'aboutit pas à un effacement des discours minoritaires mais pertinents? Une question qui se pose à tout le monde du coup. Est-ce que Mariana ou les autres, vous voulez apporter une contribution, une réponse? Oui, Carole, je vous vois lever la main. Oui, je sais pas si ça y répond directement à cette question du consensus, mais c'est sûr que la question de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif, c'est vraiment une question fondamentale justement dans ce type de processus. Et du coup, quels outils on met en place pour transformer la somme des intérêts particuliers en un intérêt collectif, mais en même temps aussi en considérant cette articulation, en fait, quoi. Et qu'est-ce que j'aurais plus ce que je voulais dire du coup.
Non, mais écoute, ça va me revenir. Je suis désolée, je Entre me rappelle plus ce que tu veux dire. les intérêts, Ouais. la somme des intérêts particuliers, l'intérêt général, l'intérêt collectif. Oui, non, et je pensais aussi que bah, dans les questions de relogement, bah, désolée de revenir toujours un peu aux questions de l'ANRU, mais finalement, j'ai l'impression que le rôle de la MOUS, donc la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, euh, qui, euh, qui est chargée de reloger les personnes, enfin, et de faire une situation au cas par cas des personnes, donc ce qui est à la base est quelque chose de très louable. Mais je me demande si ça n'a pas quelque part transformé ce qui aurait pu être mis en débat de manière collective, si ça l'a pas rapporté à des discussions, voire parfois même à des tractations d'individu à individu et qui empêche en fait du coup le débat collectif puisque comme chaque cas est traité individuellement, ben il n'y a plus de mise en débat autour de la table des questions centrales quoi. Enfin voilà, ça c'était plutôt une question aussi que une autre question que ça m'a amené et sur la question voilà sur euh, ouais. Et de toute façon, c'est sûr que quand on travaille avec les habitants, c'est toujours avec certains habitants. Et c'est ceux qui sont aussi mobilisés et concernés, etc., quoi. Donc, Est-ce que Mariana ou Rania voulaient rajouter quelque chose sur ce point-là? Euh, oui, à moins que Mariana veuille. Vas-y, Rania, vas-y. Oui. Donc, alors, sur le consensus, en fait, ça fait référence à la majorité. mm, Mais là encore, bah, ça dépend qui on a dans la salle. Enfin, la majorité, si c'est que des élus, des sachants, des décideurs, le consensus, il est vite vu. Et si vous avez trois habitants, bah, ils vont se faire bouffer, quoi. Donc, en mm, fait, le consensus, mais dans quelles conditions? Alors, oui, moi, je suis d'accord que même une voix dissonante qui s'élève pour dire le contraire que ce que dit la majorité, il faut l'écouter parce que comme je sais plus qui l'a dit, des fois, ben, c'est peut-être la personne qui est le mieux placée, qui est sur le terrain, qui a de l'expérience et qui voit venir la grosse bourde, l'erreur, qui veut attirer l'attention, mais comme la personne est toute seule, elle est noyée et on l'entend pas. Donc le consensus ne garantit pas comment dire, la pertinence en fait. mm. Voilà, donc oui, il faut tenir compte des arguments pertinents qui peuvent émerger d'une ou deux personnes et pas de la majorité. Ça, c'est important. Et ce que disait Carole sur la mousse, alors effectivement, euh, c'est rigolo parce que nous, on a travaillé pendant un an, tous les samedis, avec justement Camille et Charles pour rédiger une charte du relogement qui prévoit de défendre les Mm, intérêts des délogés. mm, Donc, on l'a rédigé, on l'a soumis. Et en fait, on en a retrouvé du copier-coller sur la charte métropolitaine, charte de relogement métropolitaine de la ville de Marseille. Sauf que quand ils ont délibéré, donc on a eu le PV, l'extrait de délibération du Conseil métropolitain et de la ville de Marseille, je crois que je l'ai lu, il y a le mot habitant, je crois qu'il est marqué deux ou trois fois. Et ces gens-là se sont vus entre eux pour décider de cette charte de relogement, de la valider sans aucun représentant des locataires. Donc ça, c'est très révélateur. Et à tel point que, résultat des courses, par exemple, quand les gens sont délogés et qu'ils ont fait des travaux chez eux, notamment les cuisines équipées, eh ben, c'est un peu à la louche. C'est-à-dire qu'on va vous indemniser sur ben, la perte de votre cuisine. Alors, à 600 euros, s'il y en a qui crient un peu plus, bon, ben, on peut faire une rallonge. Rania, Euh, je m'excuse. voilà. Ah, je Donc, vois le c'était temps pour... qui file, je suis désolé, c'est vraiment le rôle que j'aime pas du tout. Oui, oui. Non, non, mais voilà, c'était pour Mais illustrer bon, justement ouais. Ce que la négociation j'entends collective. aussi, c'est qu'au-delà de la question du consensus, ce que j'entends aussi, ça renvoie aussi à ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est la méthode, c'est les conditions de construire une parole collective, de construire des choix collectifs, comment on anime ça,
avec une règle. Voilà, je reviens pas sur tout ce que Étienne a dit, mais la manière dont tout ça va se construire, va s'animer de façon équitable pour que chacun puisse être entendu, etc. C'est surtout ça qui garantit la qualité au final de la décision finale. Et ce que vous disiez aussi d'ailleurs à un autre moment plus tôt, en disant au final ça légitime encore plus les décisions et tout le monde est gagnant à la fin, quoi. Je sais pas s'il y Je vais avait. répondre à la dernière question, du coup, ça Ouais, voilà, concerne les ouais, étudiants, exact, ouais. Je me je pense de rappelle pas Carole. trop. La question, c'était de savoir, en fait, c'est quoi leur formation à ces étudiants-là. Et aussi, si du coup, ils ont agi en tant que maîtrise... attendez, c'est MAU. Ah oui, Maîtrise bah parfait, ça fait la d'assistance à transition usage. parfaite là. Voilà. Ouais. Alors oui, ben merci pour cette question. Alors, c'est des étudiants en architecture, mais en fait, l'architecture, c'est, enfin moi en tout cas, enfin tel que nous, équipe d'enseignants dans ce studio, on la considère, c'est aussi un croisement entre les disciplines, quoi. C'est-à-dire que plus on croise les disciplines, donc que ce soit des ingénieurs structures, des ingénieurs thermiciens, des économistes de la construction, des sociologues, etc. Plus on va être solide aussi avec les arguments et plus on va pouvoir être utile aux côtés des collectifs d'habitants. Donc, il y a vraiment cette idée d'interdisciplinarité qui, pour nous, est fondamentale parce que, enfin, voilà, on n'est pas dans la posture des architectes créateurs qui arrivent avec leurs projets. C'est pas du tout l'idée. C'est tellement complexe, les sujets abordés. Toutes les compétences sont les bienvenues. Donc ça, c'était le premier point. Et du coup, après, ça faisait la transition avec la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Du coup, un peu dans les perspectives aussi d'évolution du ou des métiers des architectes. Et du coup, bah, pas que des architectes, mais des personnes qui travaillent autour de ces questions du bâtiment ou de l'aménagement. Euh, c'est vraiment l'idée de créer, enfin ça existe hein, déjà les assistances à maîtrise d'usage, mais normalement il y a l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc maître d'ouvrage bah, c'est toujours le bailleur, enfin voilà, et donc du coup à un moment donné ça fait partie aussi du rééquilibrage de dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une assistance à maîtrise d'usage, c'est-à-dire des habitants et des experts, donc c'est ce que décrivait Rania tout à l'heure, hein, comment on, on légitime des personnes qui ne sont pas habitants du quartier à intervenir aussi en notre nom parce que elles ont la connaissance sur tel point ou tel point. Voilà. Donc évidemment ça pose la question de bah, comment ça c'est financé. Donc c'est sûr que si cette assistance à maîtrise d'ouvrage elle est financée encore une fois par la maîtrise d'ouvrage enfin ou la métropole, bah, on retombe dans les mêmes travers finalement. Donc il faudrait vraiment trouver un fonds de coopération en fait à l'échelle nationale pour garantir et l'inscrire dans la loi en fait pour garantir cette assistance à maîtrise d'usage au service des habitants. Et là, bah, peut-être que je passe le relais à Rania pour voir aussi bah, ce que ça pourrait engendrer au niveau aussi des associations et des collectifs. Oui, Merci. l'idée, c'était d'avoir un dernier temps d'échange sur comment on fait évoluer les représentations Ouais. pour le débat, pour assurer un débat contradictoire. Donc, on a commencé à y répondre en partie. Mm. Voilà, Rania, si vous voulez peut-être compléter ce qu'il y a. Oui, juste conclure. Moi, j'avais pointé enfin, j'avais 3 points. Alors déjà, le premier, c'est changer les mentalités, la culture. Vraiment, faut changer de logiciel, faut vraiment changer sa manière de voir les choses au niveau de cette démocratie participative. Donc, s'inspirer d'ailleurs, les pays scandinaves, ils ont beaucoup recours à ça. Donner des exemples inspirants et puis aussi former dès l'école à la nuance, à l'écoute active, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on pourrait effectivement enseigner dès l'école. Ensuite, le deuxième point, c'est réfléchir aux méthodes, se faire assister par des sachants. Et aussi, dans ces instances de démocratie participative, quelque chose de très important et qu'on n'a pas dit, c'est être en confiance, dans le respect et dans la confiance. Parce que souvent, les gens ont peur de prendre la parole.
parole et de dire les choses parce que il peut y avoir des sanctions, des représailles et du coup la parole n'est pas libre. Ça, c'est très important. Mais quel que soit, ça peut être ambigu, ça peut être des fois, il y a des vérités qui fâchent et du coup, on a peur de les dire. Donc ça, il faut vraiment instaurer de la transparence, de la confiance et du respect. Et ensuite, le troisième point, c'est comment créer ou réformer les organisations existantes. Donc, il faudrait carrément intégrer le débat contradictoire dans le process, c'est-à-dire prévoir, comme on ferait un comité national d'engagement où on présente les choses, prévoir une instance où il y a du débat contradictoire, que ce soit vraiment dans le cahier des charges du truc, quoi. Voilà, donc valoriser, rémunérer l'expertise d'usage et surtout former les décideurs aussi, parce que c'est important, le fameux vie ma vie, voilà, de passer de l'autre côté. Voilà, et voilà, c'est ce que j'avais noté, parce que voilà, les désaccords, ils sont souvent constructifs, quoi. Faut pas le prendre comme une attaque. Ça permet vraiment au lieu de convaincre et gagner, moi j'avais noté, il faut comprendre, enrichir et pour mieux décider. Voilà, voilà, c'est mes mots de conclusion. Merci Rania. Mariana, si tu voulais apporter... Oui, ça rejoint pas mal de propositions qui ont déjà été faites, mais je renvoie au rapport qu'on a fait sur les projets imposés et contestés, où on établit un certain nombre de conditions qui nous paraissent nécessaires en fait pour une co-construction réelle des projets de rénovation urbaine. Et je voulais également mentionner en fait un travail qu'on a réalisé avec plusieurs collectifs et associations depuis quelques années sur une proposition de loi pour démocratiser la rénovation urbaine qui va être présenté d'ailleurs à Paris le 11 avril prochain. Vous aurez les informations sur notre site très prochainement sur ce point. Et en fait, on fait notamment trois propositions sur lesquelles je reviens très rapidement. C'est la création d'un fonds d'interpellation citoyen qui permettent notamment aux habitants et habitantes d'avoir recours en fait à des expertises neutres et extérieures. Ensuite, c'est le fait de nommer, en fait, d'avoir un tiers neutre pour garantir la méthode de co-construction, puisqu'en fait, on constate que la co-construction est un principe qui est déjà présent dans la loi, mais qu'en fait, comme le soulignait Rania tout à l'heure, en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas respecté et qu'il n'y a pas de contrainte, en fait, pour que cette co-construction soit effective. Et la troisième proposition, c'est pardon, le fait de réaliser, c'est ce que j'évoquais au début, des assemblées de comptes à rendre tout au long du projet et en amont également, bien sûr, en amont du projet, puis tout au long du projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on peut prendre avant de conclure le webinaire? Dans le chat, une proposition question. La proposition d'espace de co-formation entre habitants, assos et techniciens, techniciennes. Des moments où l'on travaille nos places et nos postures, mais où tous et toutes seraient considérés comme sachants, sachantes. Bref, mettre sur un pied d'égalité savoir expérientiel, savoir technique et savoir académique. Voilà une proposition question de Pierre-Alain Cardona. En fait, c'est ça la démocratie participative. Je trouve justement de mettre tout le monde autour de la table, que chaque parole, enfin chaque participant, la parole de chaque participant a la même valeur, qu'on apprenne à s'écouter, que chacun vient avec sa contribution et du coup, ça permet vraiment de mettre déjà des mots sur les désaccords, déjà, de tout poser à plat et puis de comprendre que l'autre puisse pas penser pareil et que l'autre argumente pourquoi il pense pas pareil. Et bien sûr, après, on a tous comment dire, les angles, les approches, donc techniciens, habitants, voilà. Mais bien sûr, c'est ça. Carole, vous souhaitiez effectivement qu'on reprenne la phrase. Je vous l'ai remise dans le chat. Est-ce que vous Ah oui. voulez rebondir? Je la cherche. Juste la question du financement, là, il y a une question sur le financement de comment Oui, oui, il y a une question sur les sources de financement pour financer les tiers sachants et les habitants. Juste, du coup, ça peut permettre de faire le lien aussi avec la question d'avant sur le fait que
comment dire, il s'agirait pas effectivement de reproduire une distinction entre ceux qui savent et qui vont trouver un fonds pour la participation et puis les habitants qui sont, comment dire, qui travaillent plus ou moins bénévolement. Enfin, l'idée, ça serait effectivement qu'avec ce fonds pour la participation, il y ait une possibilité d'être vraiment dans une co-construction en mettant tout le monde autour de la table. Euh, et voilà, et avec des outils tels que je pensais par exemple aussi à un outil qu'on avait expérimenté l'année dernière avec des étudiants qui est le lexique de l'abécédaire, par exemple, des projets en rue qui permet de mettre aussi, qui était co-construit avec les étudiants et les habitants, donc qui permettait aussi cet échange de savoir et de mettre aussi tout le monde sur le même euh, niveau d'égalité par rapport, ne serait-ce que pour commencer, aux mots employés, en fait. Et, euh, et voilà. Ouais, et alors sur la question du lieu, je rebondis juste sur ce que disait Mariana. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Euh, Si je reprends même l'exemple à la Castellane, par exemple, on n'a même pas eu le droit de s'installer dans l'espace public. Les étudiantes étaient prêtes à faire un atelier dans l'espace public un 6 janvier en plein froid. Elles n'ont pas pu, quoi. Elles ont eu des pressions pour pas le faire. Donc c'est quand même assez grave, quoi. On va aller sur la conclusion et Et- avec notre collègue ouais. Rémi. Vu qu'on a dépassé un peu le timing, plutôt de conclure, juste remercier les intervenantes et intervenants pour leurs éclairages et expériences. Merci aussi aux participants et participantes d'avoir été présents. La prochaine date à retenir, c'est le 19 mai à midi pour parler de pluralité, d'autonomie et de reconnaissance des initiatives démocratiques au jeu des institutions. Et puis, on vous souhaite un bon après-midi et puis à bientôt.